Je crois voir dans vos regards un peu d'inquiétude. Vous vous dites, le vieux prof là, il va nous fatiguer pendant 1 heure et il va nous ennuyer. Eh bien, on va voir. D'abord, je vais diviser mon intervention en 2 parties et faire une espèce d'effet de zoom, de focus. Je vais partir sur ce titre un peu barbare, des mutations foncières en Afrique, donc du continent africain, et ensuite, par un effet de zoom, je vais descendre jusqu'à Madagascar, et à l'intérieur de Madagascar, jusqu'à la région Itache. Pourquoi je commence par les mutations foncières? Parce que, en géographie politique, ce qui est ma compétence, ma spécialité, on s'efforce toujours de rattacher la queue de mouche, à laquelle on s'intéresse, à la marche générale du monde. Et comme nous géographes, nous sommes des badauds professionnels, tout ce qu'on voit, c'est une queue de mouche, et on essaye toujours de le rattacher à la marche générale du monde. Alors je commence par les mutations foncières parce que vous tous qui avez une expérience africaine, de l'agriculture africaine, est-ce que vous vous êtes parfois posé la question de savoir à qui appartient la parcelle de terre sur laquelle je suis en train de travailler avec mon partenaire africain ou avec mon partenaire français? Eh bien, peut-être pas. Parce que finalement, la propriété privée individuelle de la terre n'existait pas sur le continent africain. C'était une belle utopie. Et elle n'existe toujours pas. Alors l'avantage d'un universitaire, c'est qu'il est payé pour lire tout ce qui est publié, il est payé pour voyager, il est payé pour observer. Et moi, je me suis intéressé particulièrement à un alerteur togolais, Guy Adjeté Kwasigan, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Et pourtant, il a fait une thèse en 1966 à l'université de Toulouse pour expliquer que le continent africain, et notamment l'Afrique subsaharienne, vivait depuis toujours sur un régime foncier coutumier qui faisait que, comme il l'expliquait clairement, il faut toujours avoir à l'esprit, pour bien comprendre ce régime foncier coutumier, que la notion de propriété privée individuelle de la terre n'existe pas. La terre appartient à une communauté, qui peut être le village ou bien la famille élargie. Tous les membres de la communauté ont des droits strictement égaux. Conclusion, la terre appartient à celui qui la cultive. Alors je sais que dans la mythologie de l'histoire africaine coloniale et post-coloniale, on a dit c'est une invention d'Houphouët-Boigny, qui a dit la terre appartient à celui qui la cultive, mais ça ne tient pas la route. Eh bien moi je trouve que ça tenait parfaitement la route. Ça c'était une bonne idée. Si on attribuait ici, par exemple en France, la terre seulement à celui qui la cultive, quelle révolution on aurait? Seulement vous n'y pensez même pas. Vous qui êtes peut-être tous fils ou petits-fils d'agriculteurs et commencez déjà à lorgner sur la propriété dont vous allez hériter bientôt. Parce que la propriété privée de la terre, c'est sacré chez nous. Et c'est sacré dans le monde entier. Ça a été assez vite considéré comme une valeur universelle. Et la Banque mondiale s'est donc intéressée à ce phénomène, sur lequel Kwasigan, comme je l'ai bien dit, avait attiré l'attention dès les années 60, en disant attention, attention, le droit moderne, quand il va se collisionner avec le droit coutumier traditionnel, ça va faire des étincelles. Ça ne va pas marcher. Donc la Banque mondiale a encouragé, le mot encouragé est faible, elle a incité la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne à promulguer de nouvelles lois foncières de manière à caler le droit de la terre sur ce qu'on appelle le droit moderne. Et c'est ainsi que tous les pays s'y sont mis. Le Burkina Faso en 96, la Côte d'Ivoire en 98, la Tanzanie en 99, le Sénégal, l'Angola, Madagascar, le Mali, le Bénin, j'en oublie. Mais vous imaginez la révolution. Et cette révolution, nous avons été quelques-uns, et probablement à Montpellier, Supagro aussi, à pressentir que ça allait être une sorte de tsunami. Moi j'étais à l'époque détaché comme conseiller de coopération à l'ambassade de France
d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous avons senti que la loi foncière allait faire une telle révolution, avec des panneaux comme ça, hein, que les Ivoiriens qui sont ici s'en souviennent certainement, à moins qu'ils n'étaient pas nés, parce que ça remonte aux années 95, bon, vous n'étiez pas nés, moi oui, comme vous le voyez. Regardez, avec la loi sur le foncier rural, sécurisez vos terres et vos exploitations. Et en dessous, la terre rurale aussi a son papier, le certificat foncier. On était en train d'introduire le titre de propriété individuelle de la terre dans l'environnement psychologique et mental des paysans africains. En Côte d'Ivoire, on s'est dit, dès la fin des années 80, qu'il fallait anticiper. Et on a lancé, en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays, mais moi je vous parle de la Côte d'Ivoire parce que j'y étais, le plan foncier rural, c'est-à-dire un grand programme qui visait à dresser l'inventaire, l'état des lieux, des droits fonciers coutumiers, comme ça, à ma main, excusez-moi, des droits fonciers coutumiers traditionnels, dans 3 grandes régions. Alors, Mandégour c'en était une, Akan c'en était une, et Crous c'en était une. C'est des grandes régions sur une base ethnographique. Là, les droits fonciers n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais ils reposaient tous sur la propriété collective, et non pas la propriété individuelle. On faisait étudier à des anthropologues, des équipes françaises et ivoiriennes, dans plus de 400 villages témoins, les litiges tels qu'ils avaient pu se produire dans l'histoire, et la manière dont on avait pu résoudre ces problèmes fonciers, de manière à préparer une loi foncière qui supporterait le choc, si l'on peut dire. Malheureusement, le plan foncier rural a été interrompu en décembre 1998 par le président de l'époque, Henri Konan-Bédier, qui voyait monter le mécontentement populaire et a décidé de promulguer très rapidement, en 1998, une nouvelle loi foncière. Alors une nouvelle loi foncière, quand on veut donner des critères d'attribution de la terre, il faut se poser plusieurs questions. D'abord, droit du sol ou droit du sang? Pourquoi on pose cette question? Va-t-on attribuer les parcelles à celui qui en est le plus ancien occupant ou à celui qui a mis la parcelle en valeur? Et Dieu sait, s'il existe, Dieu sait que en Côte d'Ivoire, c'était une affaire compliquée parce que regardez-moi cette carte. Vous avez dans la partie en bas à gauche, donc au sud-ouest, la Côte d'Ivoire et en haut à droite, donc au nord-est, le Burkina Faso. Depuis des décennies, les populations du Burkina Faso descendaient vers le front pionnier forestier de Côte d'Ivoire pour le défricher et faire des plantations de café cacao. Au point que, quand on enquêtait sur qui exploitait effectivement les parcelles de café cacao, regardez en rouge, c'était des étrangers ou des allochtones, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas nés là. Autrement dit, il allait falloir trancher, est-ce qu'on attribuait les parcelles à ceux qui les avaient mises en valeur, et c'était des étrangers, ou des allochtones, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas du coin, ivoiriens mais qui n'étaient pas du coin, ou bien est-ce qu'on faisait reposer cette loi foncière sur le droit du sang, et on attribuait les parcelles aux descendants des premiers occupants. Malheureusement, la loi foncière de 1998 a tranché dans le sens du droit du sang, et a donc exclu tous ceux qui avaient mis en valeur les terres parce qu'ils étaient étrangers. Deuxième problème, alors celui-là n'était pas mince, hein, il a failli déclencher une guerre civile en Côte d'Ivoire. Deuxième problème, mais comment allons-nous délimiter les parcelles? Je suppose que vous êtes tous des gens de terrain, vous connaissez la brousse africaine, surtout les Africains qui sont ici. Là, nous sommes à Bekazourma. Bekazourma, c'est au sud du Burkina Faso, c'est près de la frontière du Ghana, c'est en pays Bissa. Et là, nous sommes en début de saison des pluies. Vous le reconnaissez, hein? Le camarade disait tout à l'heure, nous avons des agricultures où il ne pleut que 3 mois. Quand il pleut, ça verdit. Eh bien, regardez, l'homme que vous voyez ici, sa parcelle, on la repère très bien. Hein? C'est la partie la plus verte. Elle n'est pas droite. Ben non, elle n'est pas droite. Parce que, en Afrique, on cultive la parcelle, surtout en zone sahélienne,
selon la force de travail dont on dispose, selon la famille que l'on doit nourrir, et puis en fonction de l'espace dont on dispose, et on disposait jusqu'à une date récente de beaucoup d'espace. Donc comment voulez-vous que l'on cadastre cette parcelle? Il va falloir se mettre d'accord. Hein. Vous, qui allez bientôt hériter des parcelles de vos parents ou de vos grands-parents, vous savez qu'il y a des bornes en ciment dans les coins. Et vous n'allez pas discuter au centimètre près. Hein. C'est au centimètre près que ça se situe. Là non. Il va falloir trouver une formule. C'est encore plus compliqué, par exemple, au Niger. Regardez, au Niger, à gauche comme à droite, on est en période d'harmattan. Là, on est en saison sèche. Hein. C'est l'harmattan, c'est la lysée du nord-est hein, qui souffle en saison fraîche. Eh bien, si on a de bons yeux, on voit effectivement où se sont arrêtées les parcelles au moment de la saison des pluies. Mais combien va-t-il falloir de géomètres pour cadastrer ces dizaines de millions d'hectares qui n'ont jamais connu la limite linéaire, sauf dans le cas des rizières. Il va falloir vraiment beaucoup de temps. Et puis, une fois qu'on aura obtenu le fameux titre de propriété, par exemple ici, nous sommes à Madagascar. On s'est mis d'accord sur les limites de parcelles, on s'est mis d'accord sur qui avait droit de prétendre qu'il serait propriétaire, privé. On lui donne un titre de propriété, et qu'est-ce qu'il va le faire? Eh bien, il va vendre. Alors vous allez me dire, eh bien très bien, grâce à son titre de propriété, il va gagner de l'argent, il va pouvoir vendre. Mais il va surtout vendre parce qu'il va être quasiment obligé. Avec sa petite parcelle d'un demi-hectare ou d'un hectare, il y a quelqu'un qui va venir frapper à la porte de sa case et qui va lui dire « Toi là, avec ta parcelle là on est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez qui pousse, c'est du riz pluvial. Vous savez que le riz n'est pas seulement rizière, hein, il peut être pluvial. Vous voyez que la parcelle, elle a été hâtivement défrichée. On a un peu coupé les arbres, quand ils étaient trop gros, on y a mis le feu, et puis voilà, on a cultivé en fonction des besoins qu'on avait pour la taille de la famille et en fonction de sa force de travail. Mais sur un hectare ou sur un demi-hectare, on ne va jamais rendre cette propriété, cette petite exploitation productive. Donc quand quelqu'un va venir frapper à la porte en disant « Tu n'arriveras jamais à rendre ton exploitation productive, vends-la moi », eh bien il la vendra, son voisin aussi, son voisin aussi, son voisin aussi, et ça se transformera en une vaste exploitation de bananiers ou d'EVA. Vous reconnaissez l'EVA? Vous le reconnaissez mieux? L'arbre qui est à gauche, là, devant la forêt d'EVA, vous le reconnaissez, c'est un teck, hein, un teck sauvage. Mais sinon, c'est des EVA, donc on va acheter des centaines de petites propriétés pour en faire des grandes propriétés, d'EVA, ou, pire encore, de palmiers à huile, encore que, petite parenthèse sur le palmier à huile, hein, c'est peut-être pas si simple que ce qu'on dit, le palmier à huile. On en dit pique-pendre, et or une forêt de palmiers à huile, sauf preuve du contraire, et il y a peut-être dans cette salle des professeurs de SVT, sauf preuve du contraire, ça capte pratiquement aussi bien le CO2 que les autres arbres d'une autre forêt. Donc attention avant d'attaquer vivement le palmier à huile, d'autant plus qu'il permet à beaucoup de gens de vivre en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on va transformer des petites parcelles en une latifundium ou des latifundia? Parce que, en Argentine, par exemple, pour cultiver 1000 hectares de soja, 4 hommes suffisent. 4 hommes suffisent, et bientôt 3 seulement, et bientôt 2 seulement, qui seront devant l'ordinateur dans la ferme et qui laisseront le robot tracteur faire ce genre de travail. Petit problème d'arithmétique. Sachant qu'un cultivateur africain exploite en moyenne un demi-hectare, combien de paysans deviendront inutiles sur leur propre terre quand on passera à l'agriculture intensive et productive ou productiviste? Calcul mental, 1996 pour 1000 hectares. Ce seront des paysans sans terre, chassés légalement de leurs exploitations. Parce qu'on vient de passer du droit foncier coutumier au droit foncier moderne. Et parce qu'on est en train de passer d'un modèle d'exploitation agricole à un autre. L'autre conséquence de tout ça, c'est que les grandes puissances, dès lors que la Banque mondiale a imposé le droit moderne, se sont précipités, les investisseurs étrangers, se sont précipités sur le continent africain dans le cadre de ce qu'on appelle le land grabbing. Land grabbing, c'est l'accaparement des terres. Dès lors que les terres étaient sur le marché et qu'on pouvait les acheter légalement, puisque chaque petit
cultivateur avait son titre de propriété, eh bien on est venu s'installer. Alors, on pourrait en dire long sur le land grabbing, l'accaparement des terres. J'avais à l'époque publié dans les colonnes du Monde en 2008 une tribune intitulée Néocolonialisme agraire qui rebondissait sur l'exemple à l'époque de Madagascar. Vous vous souvenez, peut-être pas, que le grand groupe coréen Daewoo avait mis la main sur 1 300 000 hectares dans la grande île de Madagascar pour produire du palmier à huile et du maïs. À cette époque, j'avais dénoncé ce problème en disant « Attention, le continent africain est menacé ». Et puis, quelques années plus tard, en 2015, j'ai publié un article dans la revue Hérodote qui situe le problème en disant « Eh bien maintenant c'est simple, effectivement tout le monde peut acheter les terres des petits paysans africains et attention à ce qui va se passer si on bascule dans le productivisme. C'est-à-dire si on ne trouve pas un modèle intermédiaire entre la petite exploitation familiale et la grande exploitation latifundia hyper productiviste. Et sur l'accaparement des terres, je suis allé un petit peu plus loin. Et là, je commence mon zoom que je vous avais annoncé tout à l'heure, en disant je descends sur la grande île, je descends sur Madagascar, et je prends un exemple qui est le dernier exemple sur lequel j'ai travaillé lors de ma dernière mission à Madagascar en octobre dernier, publié sur un site que je vous conseille, c'est le site de The Conversation, que vous connaissez peut-être. C'est en ligne, une publication quotidienne, une newsletter quotidienne, qui est encadrée par des journalistes de façon à ce que le vocabulaire soit compréhensible par tout le monde, et écrit uniquement par des chercheurs. Donc, les chercheurs publient, grand public, pour le grand public, des résultats de travaux comme ceci, et allez voir sur The Conversation, et vous verrez, tous les jours sont publiés des articles dans toutes les disciplines. Et moi, j'avais publié les résultats de mon enquête sur Madagascar. Parce qu'en octobre à Madagascar, j'étais allé étudier 3 exemples d'accaparement des terres. Et mes conclusions n'étaient pas tout à fait celles que j'avais prévues en partant à Madagascar. Premier exemple d'accaparement des terres, au nom de tout ce que je viens d'expliquer. Une grande entreprise australienne, Base Toliar, qui s'appelait Base Ressources au départ, veut exploiter l'île Ménite. L'île Ménite, c'est un sable minéralisé qui produit, il y a du rutile, il y a du zircon, enfin c'est une matière minérale qui est très utile dans l'industrie lourde, et qui veut produire de l'île Ménite dans la région de Tuléar, au sud-ouest de la grande île, et qui pour ça a demandé qu'on lui concède 7000 hectares. Donc les paysans et les organisations de défense des paysans se sont mobilisés, ont protesté en disant on nous vole nos terres, on nous vole nos 7000 hectares et c'est pas normal et c'est tout à fait injuste. J'y suis donc allé. C'est pas la première fois, mais j'y suis allé là uniquement pour ça, parce qu'ils avaient foutu le feu au local de l'entreprise australienne dans un des villages de la zone concernée. En fait, c'est pas aussi simple. Comme toujours, c'est pas aussi simple qu'on croit. L'entreprise australienne ne prend que 1000 hectares sur les 7000, ça concerne à peu près 1000 paysans, propose de les indemniser au titre du fait qu'ils ont maintenant un titre de propriété, et propose de les engager dans leur entreprise à la fois d'extraction et de construction de routes et d'exportation du minéral. Et on se pose donc la question, vont-ils rester paysans peu productifs pendant des décennies, ou bien vont-ils accrocher le wagon de la modernité, aussi douloureuse soit-elle, en passant d'une agriculture, comme je le disais, très peu productive et sans avenir pratiquement, à un début d'industrie, en tout cas un début de mine ou un début d'industrie. Parce qu'on se rappelle notre histoire à nous, celle de la révolution industrielle. Lorsque la France a été frappée par l'exode rural, le siècle avant, eh bien tous les exodants ont été quasiment récupérés soit par les mines, soit par les usines. C'est ce qu'il faudrait pour le continent africain. Je vous ai expliqué, 1996 exploitants risquent d'être chassés de leurs terres légalement. Il faudra bien qu'on les récupère quelque part. Et donc je me posais la question de savoir, cette entreprise d'exploitation d'île Ménite fait effectivement de l'accaparement, fait effectivement du land grabbing, mais elle a une réponse. Elle propose des réponses. Elle propose des réponses qui ne sont pas forcément à rejeter. D'autant plus que les derniers arguments des paysans, c'était
il y a quelque chose sur lequel il va falloir nous indemniser, c'est nos tombeaux. Là, c'était le retour de l'anthropologie traditionnelle. Et ils étaient presque, lorsque je suis parti, ils étaient presque sur un accord de déplacement des tombeaux. Donc, première question d'accaparement, plus compliqué qu'on croit. Deuxième question d'accaparement, c'est Tanamaswandre. Ici à droite, vous avez un projet de délocalisation de la capitale Tananarive, qui pour ceux qui connaissent Madagascar est une capitale totalement congestionnée, totalement encombrée parce qu'elle est construite sur des collines et on ne peut rien faire pour fluidifier la circulation. Et l'État propose, à une trentaine de kilomètres de la capitale, de faire une ville nouvelle comme on l'a fait partout ailleurs. Et pour ça, a besoin de 1000 hectares. Mais ces 1000 hectares, ils sont dans des rizières. Il va donc falloir indemniser les propriétaires des rizières. Ceux-ci se sont manifestés, se sont mobilisés et ont dit « Jamais de la vie nous quitterons nos rizières ». Je suis allé voir. Leurs rizières, pour la plupart, ne sont plus des rizières. Ce sont des lieux d'extraction de l'argile pour faire de la brique cuite. Donc, on n'est pas tout à fait sur de la bonne foi. Et d'autre part, l'État n'a-t-il pas raison d'essayer de résoudre les problèmes de circulation en créant une autre ville, en dédommageant naturellement les gens que l'on va chasser de leur rizière, en les installant correctement et confortablement ailleurs, mais dans le but de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur de la nation. Donc là, on a un exemple d'accaparement qui est tout à fait discutable et que l'on peut discuter. Et troisième et dernier exemple d'accaparement, alors celui-ci, beaucoup plus injuste, c'est la plaine d'Ampala, Rantou, qui est de Soavilandrine, c'est de quoi je parle. On est dans une plaine qui fait à peu près 700 hectares, qui avait été exploitée par des colons réunionnais du temps de la colonisation. Pirat Sirac a chassé tous ces colons, et les paysans qui travaillaient pour les colons ont continué, eux, à faire travailler la terre. Vous voyez, la terre est très riche, la terre d'Itache, on en reparlera tout à l'heure. Or, il s'est trouvé dans l'entourage de Ratsirac, l'ancien président, un dignitaire pour dire « Bon, finalement, ces 600 hectares-là, ils m'intéressent beaucoup, ils sont à moi. » Droit du sol, droit du sang ou droit de l'argent, ou droit de la corruption. Et là, s'est installé un procès depuis 3 ans, que je suis de très près d'ailleurs. Je viens même d'être assigné en justice pour avoir publié dans le journal Le Monde une défense des paysans. Les voilà, les paysans. Celui qui est à gauche, c'est le leader des paysans. Il est en prison. Il est en prison. Parce qu'il a un petit peu molesté les vigiles du dignitaire du régime pour dire notre droit, c'est quand même d'être sur la terre que l'on cultive depuis 50 ans, et voire plus. Et là, on a un autre exemple d'accaparement des terres, mais qui ne vient pas d'investisseurs étrangers, qui vient de dignitaires intérieurs du régime. Mais je vais plus loin. J'ai bien dit aux paysans, moi je peux vous défendre, je suis un chercheur engagé, je peux vous défendre, mais vous n'avez pas d'avenir. Vous êtes 300 sur 600 hectares. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos petites parcelles? Qu'est-ce que vous allez faire? Incontestablement, un jour, on vous proposera de vous acheter, si vous devenez propriétaire, de vous l'acheter, de vous dédommager, vous serez obligé d'aller ailleurs. Parce que sur 600 hectares, un homme devrait suffire. Un exploitant devrait suffire. Et ça, c'est là-dessus que je vais terminer la première partie, qui est plus longue que la seconde, je vous rassure, en disant, il faut aller plus loin. Quel modèle de développement agricole pouvons-nous proposer au continent africain? Vous voyez bien, la question se pose là pour les 600 hectares de la plaine d'Ampala. Elle se pose de cette manière. Et je suis allé un peu plus loin dans une autre publication de l'AFD, de l'Agence française de développement, que vous pourrez trouver sur Internet. Ça s'appelle « Au Sahel, la difficile équation eau-terre-population ». La difficile équation eau-terre-population, dans laquelle j'explique ceci. C'est pas la peine de parler, vous allez comprendre tout de suite. Là, on est au Niger. Vous avez un puits, vous le voyez. Vous avez un homme à droite qui est monté sur la margelle. Vous avez 2 femmes à gauche qui sont en bas de la margelle. Les uns et les autres puisent de l'eau. Les uns et les autres se détestent. À droite, ce sont des peuls, des éleveurs. Lui, il puise l'eau pour son bétail. Et à gauche, ce sont des femmes djerma, des cultivateurs, qui prennent de l'eau pour les besoins du village, même pas pour les besoins de l'agriculture. On est en présence d'un conflit d'usage. Ils ne se sont pas battus sur les yeux, naturellement. Mais ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils sont en conflit sur la terre. Il y a de moins en moins de terre,
il y a de moins en moins d'eau, et il y a de plus en plus de monde, parce que la croissance démographique est telle qu'il n'y a plus de place pour tout le monde. Donc la question qu'on se posait, et dans cet article la conclusion est simple, c'est il va bien falloir basculer complètement dans un autre système, faire en sorte que les éleveurs nomades et semi-nomades passent en stabulation. Alors, évidemment, tous les anthropologues et tous les ethnologues disent « Mais quoi, comment, c'est des modèles ancestraux, ils ont toujours circulé dans tout le désert, dans tout le Sahel, on ne va pas les empêcher. » Eh bien si, il va falloir les empêcher. Il va falloir faire en sorte que les éleveurs amènent leur bétail dans des étables, que les cultivateurs cultivent du fourrage pour le bétail, et qu'on entre dans un nouveau système. Et il faut commencer à y réfléchir. Et on aurait dû y réfléchir depuis longtemps. Hein? On a pris beaucoup trop de temps et beaucoup trop de retard avant d'y parvenir. Donc vous voyez, je suis parti d'un sujet extrêmement général, et je suis descendu non seulement géographiquement sur des points extrêmement concrets de la carte du monde et de la carte de l'Afrique, mais sur des points d'interrogation qui, normalement, devraient vous interpeller et alimenter vos réflexions, pas tout de suite, mais ce soir, demain, si vous avez un petit peu de temps. Deuxième sujet, la coopération décentralisée à Kigali-Tâche. En effet, comme l'a dit Valérie, j'étais en 2006 aux assises de la coopération décentralisée à Antananarivo, organisée d'une part par l'Association des régions de France, présidée par l'homme que vous voyez en chemise ici, qui est Alain Rousset. Alors, il avait 12 ans de moins. Hein. Nous sommes en Batoulan, pour ceux qui connaissent Madagascar, dans la fonderie, la fabrique de marmites. Hein. Et Alain Rousset découvrait absolument et le continent africain et la pauvreté, voire l'extrême misère. Ça l'a bouleversé. Je ne sais pas s'il a été plus généreux après, mais c'est vrai que ça l'a quand même bouleversé. Et là, nous étions en 2006 dans une institution, les assises de la coopération décentralisée, où, ironie du sort, 22 régions françaises se sont partagées 22 régions malgaches. Ça tombait bien, il y avait 22 régions de chaque côté. Petite parenthèse, est-ce que nous avions raison d'essayer de transférer le modèle de la décentralisation en Afrique? Je ferme la parenthèse. On a transféré tous nos modèles, on en a transféré un de plus. Je ne suis pas sûr qu'il était intelligent. Et d'ailleurs, c'était un transfert asymétrique parce que autant nous, nos régions, sont une émanation démocratique, autant à Madagascar, ce n'est pas le cas. Hein. Alain Rousset discutait avec un chef de région nommé par le président de la République. Et tout le conseil régional était nommé par le président de la République. Donc on avait une asymétrie démocratique dès le départ. Mais enfin bref, puisqu'on transfère un modèle, allons-y. À la suite de ces assises, j'y étais, hein, on a une sorte de mercato, hein, de speed dating, dans les couloirs et dans les salons du grand hôtel Carlton de Tananarive, et on s'est partagé, un peu comme lors du congrès de Berlin en 1885, les 22 régions de Madagascar. Nous, on a été sollicités par la région Tuléar, qui avait un petit peu ma préférence, parce que j'ai passé 2 ans à Tuléar, comme prof à l'université, mais il y a très très longtemps. Et puis, sollicité aussi par la région Nord, la région de Diego Suarez. Et finalement, notre choix s'est porté sur la région Itache. La région Itache, c'est celle-ci. Elle a beaucoup d'avantages. Elle est tout proche de Tananarive. C'est une région agricole, avec des terres volcaniques extrêmement riches. Là, je reprends ma plaine d'Antalaha. Et là, je reprends un labour. Alors ça doit vous interpeller, parce que je suis toujours admiratif quand je vois ce genre de labour. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de diriger des bœufs pour passer entre les rangs de maïs sans les arracher? Moi qui suis d'origine paysanne et qui ai longtemps suivi mon grand-père, chaque fois que je les vois faire, je me dis, mais quelle méticulosité! Bref, ça plaisait bien à la région Aquitaine. Nous, on a des lycées agricoles, la preuve. On pense, enfin Alain Rousset pensait qu'on avait un savoir-faire exportable dans le monde entier. Dans un premier temps, il pensait au savoir-faire viticole, mais alors là, en Itache, on a bien essayé de planter des vignes en altitude, mais ça n'a pas très bien poussé. Les vignes d'ailleurs ne poussent pas très bien, ne donnent pas du très bon vin à Madagascar, on sait pourquoi. Hein. C'est parce que l'ensoleillement est trop court au moment de la récolte, mais on continue, on s'obstine à continuer à en faire, hein, au motif qu'en Afrique du Sud, on réussit très bien. Bon, Alain Rousset a bien voulu renoncer à l'enseignement viticole, et dans un premier temps, on s'est dit, puisqu'on est marié avec l'Itache, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors là, ça répond à une question qui a été posée hier. Mais est-ce que ce n'est pas toujours les Français qui imposent les projets Alors oui et non. Hein. Oui, par exemple, dans ce cas-là, parce que moi qui connaissais bien la région, je me suis tout de suite posé une question en regardant ces photos. Alors c'est pas très clair, je vais vous en montrer les plus clairs. Vous avez ce qu'on appelle des tannettes, c'est-à-dire des collines, et vous avez des bas-fonds. Les bas-fonds, les Malgaches les colonisent très bien, ils ont fait véritable dentelle de rizières. Hein. Mais la pression démographique est telle que ça ne suffit pas. Donc il faut commencer à cultiver les collines, qu'on appelle les tannettes. Et quand on les cultive, quand on se met à les cultiver, on s'est mis bizarrement, et c'est pour ça que je me dis, on s'interroge sur les savoirs paysans, ils ont cultivé dans le sens de la pente. Ce qu'on ne fait jamais, surtout que les pentes parfois sont très très pentues, c'est le cas de le dire. Parce que quand vous cultivez dans le sens de la pente, vous créez forcément par érosion régressive ce qu'on appelle des lavaques, vous les voyez là-haut, hein, vous voyez ces ravines qui sont creusées. Et le mot lavaque d'ailleurs est entré dans le vocabulaire géographique, c'est une ravine créée par l'érosion régressive lorsque le couvert végétal est fragilisé. Donc, la première idée qu'on a eue, c'est d'abord de se fâcher un peu avec les ethnologues et les anthropologues qui disaient c'est pas vous les blancs qui allez apprendre aux paysans malgaches à travailler. Ce à quoi on a fini par répondre mais peut-être que si quand même, parce que ça faut pas le faire. Désolé, hein, on est peut-être parfois des donneurs de leçons, mais là c'était l'évidence. Et donc on a confié à AgriSud, que vous connaissez, qui est une entreprise néo-aquitaine, un projet qui dure encore, consistant à créer des diguettes et donc des terrasses sur ces tannettes, de manière à ce que cesse l'érosion régressive et apprendre aux paysans à cultiver selon les courbes de niveau et non pas selon les pentes. Alors, c'est un gros travail, hein. On fait du paillage, on creuse un peu, on plante du vétiver parce que ça cale le ruissellement lorsqu'il pleut. C'est un très gros travail, mais c'est la première tâche que s'est confiée la région Aquitaine pour aider la région Itache. Et puis ensuite, cet apprentissage des terrasses a commencé à marcher. Regardez, là on a des terrasses qui sont parfaitement bien. Là on a des terrasses de Naïf, ce que j'appelle des terrasses de Naïf, parce que Naïf est un des paysans pilotes, un peu, sur lequel on avait mis beaucoup d'espoir pour qu'il transmette son savoir-faire. Et c'est cette idée qui nous a conduit à imaginer un enseignement agricole d'une autre nature. Évidemment, Alain Rousset, la région Aquitaine et tout leur format habituel ont dit on va créer un grand lycée agricole. Très bien, très bien. Je les ai accompagnés, on a sélectionné la fameuse ancienne école normale d'Antané-Timboange que vous connaissez. Voilà le bâtiment, voilà dans quel état il était. Voilà les cuisines par exemple. Et on s'est dit bon, on va mettre un petit peu d'argent et puis on va faire quelque chose qui sera un centre de formation. Un petit peu comme un lycée agricole. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Et on m'écoutait. Donc, on m'a dit, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, j'ai réuni les cultivateurs là, on est à Nalavour, hein, on tout connaît, à Nalavour. On en a réuni ce petit groupe-là, avec interprète, bien sûr, parce qu'ils ne parlent que malgache. Et pendant toute une journée, on leur a demandé... Les gâtés. Et là? Il marche, hein. Et la main, c'est pareil, je ne la mets pas... Donc, on leur a demandé quels étaient leurs problèmes et comment ils voyaient les choses. Et on a compris, certains l'avaient compris depuis longtemps, que, premièrement, on n'allait pas former des enfants à partir de 11 ans, comme on le fait ici, ou 12 ans, ou 13 ans, dans un établissement classique, institutionnalisé, etc. Mais qu'on allait plutôt s'appuyer sur les exploitants déjà au travail, hein, avec leurs exploitations, et les former dans des temps limités, de manière à ne pas les sortir de leur travail de cultivateur, et former en quelque sorte ce que l'on appelle des maîtres exploitants. C'est ce qu'on a appelé les maîtres exploitants. On a quand même réhabilité, parce que sinon, la fameuse ancienne école normale, regardez comme c'est beau maintenant, ceux qui la connaissent l'ont vu, hein. Donc c'est là qu'on donne en effet des enseignements théoriques à ces fameux maîtres exploitants, et puis ce sont les maîtres exploitants qui
diffusent autour d'eux, sur le tas, sur le terrain, vraiment, les nouvelles techniques agricoles, en particulier les techniques de productivité risicole pour les bas-fonds. Bon, parmi ces maîtres exploitants, il y a celle-ci avec qui j'avais travaillé, je crois qu'elle s'appelle Ruffine, et je voulais vous montrer, mais on le voit mal sur cette diapo, un lavac qu'on appelle désactivé. C'est-à-dire qu'il n'est plus actif, vous voyez, il n'y a plus ces traces rouges là qui montrent qu'il est encore en train de s'éroder, il est désactivé, ce qui prouve que les travaux d'AgriSud ont commencé à porter leurs fruits. Et puis, on a eu quand même de beaux succès dans l'amélioration de la productivité, toujours sur les bas-fonds, hein, toujours dans les rizières, mais pour autant, quand on regarde la campagne, comme je le fais souvent, hein, puisque je suis un badaud professionnel, on a encore des cultures sur les pentes et on n'a toujours pas maîtrisé. Quand vous regardez, alors c'est un peu flou sur l'écran, mais il y a juxtaposition en bas de cultures selon les courbes de niveau, et dès qu'on monte, on retombe dans les errements des cultures selon le sens de la pente. Enfin, bref, la coopération décentralisée Aquitaine-Itache a un peu tâtonné, comme vous avez pu le voir, s'est adapté aux réalités, hein, avec toutes les idées reçues qu'on avait et qu'on a progressivement un petit peu écartées, avec toutes les innovations auxquelles on a pensé, et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, la coopération Itache-Aquitaine vise aussi à éradiquer la pauvreté. Alors malheureusement, ça ce sont des casseurs de cailloux, il y en a des dizaines de milliers. Hein, Madagascar, vous en avez toujours vu, tous vu, des dizaines de milliers de femmes surtout, et d'enfants, et aussi d'hommes, cassent des cailloux à longueur de journée. Je tenais à montrer cette diapo parce que il faut que ça vous ébranle. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous sachiez que pendant que vous, ce matin, vous vous êtes levé tranquillement, sans avoir froid, ni avoir faim, ni être vraiment malade, il y a des gens de votre âge qui n'iront jamais à l'école et qui cassent des cailloux du matin jusqu'au soir. Donc ça, c'est un vaste chantier. On espère y parvenir. Hein. Lutter contre la pauvreté, c'est un chantier immense. Et évidemment, chaque action qui sera conduite par des partenariats, comme je l'ai dit, bien pensés et intelligents, faudra peut-être reculer cette pauvreté.